Bonjour Guillaume Capel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Singa, vous l'avez créé en 2012. C'était quoi l'idée, l'ambition de Singa ? L'idée, elle vient d'Australie et du Maroc, des deux cofondateurs. On rencontre des centaines de réfugiés dans ces pays-là quand on travaillait. Et on rencontre surtout des gens qui ont des projets un peu extraordinaires, des projets ambitieux, des projets d'entreprise. Et on se dit, on passe à côté d'un trésor. Et du coup, quand on rentre en France, on a cette conversation, on se dit, on n'arrive pas à trouver du boulot aussi. Donc lançons aussi notre entreprise qui va permettre d'accompagner en fait tous ces porteurs de projets réfugiés en France. Et surtout, on voyait qu'il leur manquait du financement. Donc on voulait créer une plateforme tech pour attirer en fait la foule et qu'elles financent leurs projets d'entrepreneurs. Et le nom vient de là d'ailleurs ? Et Singa, le nom signifie prêter en bambara, qui est une langue qu'on parle au Mali, et qui était cette logique de on investit dans des entreprises qui derrière le rendent à la société. Ouais, bon, puis après ça a pas mal pivoté. Aujourd'hui, Singa, pour bien prendre conscience de ce que ça représente, vous êtes présent dans combien de pays, combien de villes, c'est combien de membres quoi ? Singa, en 10 ans, on a investi à peu près 10 millions d'euros dans une dizaine de pays. Aujourd'hui, c'est une organisation internationale qui a une centaine de collaborateurs dans 7 pays. Quand je dis une dizaine, c'est parce qu'on a aussi fait de l'open source. Donc, on est allé donner du conseil dans d'autres pays comme le Maroc ou les États-Unis pour que d'autres organisations arrivent à créer aussi la même chose que nous. Vous parlez de 50 000 membres. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est quoi cette notion ? C'est une communauté parce qu'en fait, autour de nos incubateurs, là, on accompagne les entrepreneurs, on réunit des gens autour d'eux. On réunit des mentors, on réunit des testeurs qui vont tester les solutions, les services qu'ils créent. On réunit des gens dans des événements pour qu'ils rencontrent les entrepreneurs. Et tous ces gens qui sont venus, qui ont participé, ça représente notre communauté active de 50 000 personnes. Alors, quelques chiffres. La source, c'est l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. 80 millions de personnes aujourd'hui sont dans cette situation. C'est 1% de la population mondiale. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de se projeter. On parle de 300 millions d'ici 2050. Donc voilà, c'est l'avenir de la planète, cette notion de l'exil et de la valeur économique de ceux qui poussés par la faim, la guerre, font ce choix un peu contraint. Est-ce que vous diriez qu'il faut tout simplement, on est en pleine campagne électorale et elle est très souvent centrée sur ces questions d'immigration, qu'il faut changer notre regard ? Oui, il faut changer de paradigme. Il faut aussi voir la migration comme une solution, pas comme seulement un problème qui pourrait s'ajouter. Enfin, par exemple, sur les dérèglements climatiques. Souvent, on annonce ces chiffres en fait, de plusieurs centaines de millions, qui sont des chiffres du GIEC ou de l'ONU. Et en fait, on les ressent comme une problématique supplémentaire à gérer en fait, pendant la période du dérèglement climatique. Mais on peut aussi imaginer que c'est une solution pour ces gens. Et la migration, c'est d'abord une solution. C'est ce qui nous a permis depuis le début de l'humanité de nous adapter au changement du climat, de créer nos entreprises, de développer nos gènes en fait, à tous les niveaux. Et surtout, l'immigration aujourd'hui, dans notre économie, ça signifie des clients, ça signifie des gens qui payent leurs impôts, ça signifie des gens qui aujourd'hui vont sur beaucoup de métiers en tension et dans des entreprises qui ne fonctionneraient pas sans eux. Ça signifie aussi beaucoup d'innovation. En Europe, 21% des entreprises sont créées par des immigrés. Aux États-Unis, c'est 40% des plus grandes fortunes qui sont créées par des immigrés. J'ai trouvé ce chiffre, le classement Forbes Fortune 500. Absolument. Parmi les 500 premières entreprises américaines, 43% ont été fondées ou cofondées par des immigrés de première ou deuxième génération. Il faut donner quelques exemples quand même, parce que c'est frappant. On les connaît tous, hein. Apple, Tesla, etc. C'est les plus grandes entreprises du monde, mais aussi plus proches de nous. En Allemagne, par exemple, 44% des entreprises sont dans la tech, dans des secteurs de pointe, sont fondées par des immigrés. Et si on a le vaccin à ARN messager, absolument, c'est grâce à des immigrés d'origine turque, c'est ça ? Tout à fait. Donc du coup, on voit aussi que l'immigration, mais surtout la rencontre en fait, entre des cultures, génère en fait, de l'innovation. Et donc du coup, c'est elle qui crée notre économie sur du long terme. Alors il y a plusieurs volets d'activité au sein de Singa. Il y a la communauté, vous en avez parlé, c'est 50 000 membres. Il y a un volet entrepreneuriat avec 8 incubateurs. Donc ils sont, j'imagine, dispatchés en fonction des continents ou des régions. Comment ça fonctionne ?
On a 8 incubateurs donc, en Allemagne, en France, en Suisse, là où ils sont très forts, aussi en Espagne. Ouais. Un incubateur, c'est un endroit où on va accompagner un entrepreneur depuis l'idéation de ses projets jusqu'à la création en fait, de sa structure et même en fait, l'accélération au moment où il va peut-être lever des fonds, il va aller embaucher plusieurs personnes donc dans la structuration RH et juridique. Et nous, on va à la fois les accompagner sur toute la dimension habituelle en fait, d'un incubateur, mais aussi sur des dimensions interculturelles et transculturelles, parce que nos entrepreneurs ont la particularité de découvrir une nouvelle société, et donc du coup, ils vont devoir potentiellement apprendre une nouvelle langue, ils vont devoir s'adapter à une nouvelle administration, et on sait que l'administration française a besoin de pas mal quelques méandres. Ouais. Et donc du coup, on les accompagne dans cette phase-là. Voilà. Mais après, on n'accompagne pas uniquement des entrepreneurs immigrés ou réfugiés, on accompagne aussi 30% d'entrepreneurs français, par exemple en France, parce qu'ils innovent sur la mobilité internationale ou sur l'inclusion. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner comme ça de start-up que vous avez accompagnés, qui tracent leur route, notamment en France ? Je pense à Kaoukab, parce que j'ai vu récemment Raïs au bureau. En fait, il a créé une application mobile qui permet en fait de ramasser les métaux lourds et tout ce qui est déchets métalliques, donc chez les particuliers mais aussi dans les entreprises. Donc c'est de l'économie circulaire. C'est un peu un Uber en fait du ramassage des déchets métalliques. Mais côté français, on est aussi. Il vient d'où ? Il vient de Syrie. Il vient de Syrie. Il vient de Syrie et en fait, en arrivant en France, il a remarqué immédiatement qu'on avait plein de déchets métalliques qui traînaient dans nos arrière-cours, qui traînaient dans les jardins et dont personne ne se débarrassait, alors qu'en Syrie, c'est un métier à part entière. Et donc, du coup, il a essayé de professionnaliser en fait, ce qui se passe dans ce secteur. Ok, vous aviez un autre exemple en tête ? Oui, je pense côté français, je pense à des entreprises comme Meet My Mama, qui est un service dans la cuisine. Oui, absolument. Ouais. Et qui met en avant en fait, les talents culinaires de femmes du monde entier. Et voilà, on a des choses sur l'intelligence artificielle comme Jaran Info, on a des choses sur la santé, la EdTech, pour la protection des reins. On a des choses dans des domaines très très variés. Ouais. Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, vient de rejoindre Syngas. Quel sera son rôle ? Il va prendre la direction générale de Synga Global, qui est la tête de réseau de l'ONG. Et donc du coup, son rôle, ça va être de répliquer déjà ce qu'on a réussi à faire sur d'autres territoires, le développer un peu en Europe, pourquoi pas en Amérique du Nord. Ça va être de structurer ce réseau, s'assurer que quand il y a des innovations qui émergent, par exemple à Berlin, on puisse en bénéficier dans notre réseau à Montréal ou à Paris. Et puis ça va être tout simplement de nous soutenir en fait, dans notre développement, dans ce qu'on appelle les Next 10, puisqu'on vient de passer 10 ans et on se projette sur l'avenir. Ouais. Y a ce volet entrepreneuriat, on en a parlé. Le volet consulting, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous apportez votre expertise auprès d'entreprises, peut-être justement pour changer ce regard, comme on le disait tout à l'heure ? Oui, absolument. En fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a accompagné des grandes entreprises françaises, comme la BNP Paribas, américaines comme Airbnb, sur en fait, des dimensions soit RH, soit marketing, soit d'innovation, de création de nouveaux produits et services. Quand vous arrivez, pardon, je vous interromps, mais quand vous arrivez auprès d'un chef d'entreprise, vous ne lui demandez pas de la philanthropie, en fait. Vous lui dites, mais là, il y a des pépites, quoi. Il y a des gens qui peuvent vous apporter beaucoup dans votre entreprise, soit en les embauchant, soit en soutenant leur start-up, en étant avec eux dans le développement de leurs idées. Alors déjà, il faut savoir que ce sont beaucoup les entreprises qui viennent nous voir. Ça, c'est intéressant, oui. Plutôt que nous qui avons eu une démarche de prospection commerciale ces dernières années. À la fois parce qu'on n'avait pas les moyens, mais aussi parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des besoins pour améliorer leur gestion de diversité et d'inclusion, et qu'elles sont venues nous trouver en fait, pour qu'on les aide là-dessus. En fait, on les aide souvent sur des choses extrêmement stratégiques parce qu'en fait, elles ont des besoins sur ces sujets-là qui sont parfois de l'architecture de données. En fait, elles ont besoin déjà, ne serait-ce que de comprendre quelle est la diversité chez eux. Elles ont besoin de comprendre où est-ce qu'il y a des problèmes sur l'inclusion. Et ça ne peut pas se faire juste à une toute petite échelle. En fait, ça demande de travailler sur la data, ça demande de travailler avec les managers, ça demande de travailler à plein de niveaux de l'entreprise.
Le studio d'innovation pour terminer. Allez, Ouais. on aura fait presque le tour. Ouais, C'est on quoi? aura fait le tour. Ça fait aussi 10 ans qu'on innove nous-mêmes. Ouais. On a été les premiers à lancer des hackathons sur ces sujets-là en France. Donc, on a rassemblé des développeurs pour créer des solutions numériques. On a été les premiers à faire des game jams aussi, donc c'est des jeux vidéo. Voilà, ça fait des années qu'on innove et on a sorti des projets comme J'accueille, qui est une plateforme d'accueil des réfugiés chez l'habitant, qui a permis à des milliers de personnes réfugiées, de familles, en fait, d'être accueillies chez des particuliers en France. Les résultats sont incroyables par rapport à des dispositifs existants aujourd'hui. Les gens accèdent au logement, accèdent à l'emploi plus facilement, accèdent à l'université, apprennent la langue, s'intègrent, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est des projets numériques qu'on a fait émerger ces dernières années et qu'on a envie de continuer de créer, mais avec un peu plus de moyens, parce qu'on l'a toujours fait avec des bouts de chandelle. Et là, on aimerait bien investir des millions là-dedans. Eh ben, on vous le souhaite et on le souhaite pour la société. Merci beaucoup, Guillaume Capelle. Bon vent à Singa. Notre débat tout de suite sur la plateforme RSE et la présidence française de l'Union européenne.